Je m'appelle Roberto Silva, j'ai 45 ans et, pendant 20 ans, j'ai exercé comme avocat pénaliste à Sao Paulo. Je pensais avoir tout vu dans cette profession jusqu'à ce que je rencontre l'histoire de Marcelo Ferreira, un jeune homme de 28 ans, qui a complètement changé ma perception de la justice divine et de l'intercession céleste. Ce qui s'est passé dans cette cellule de la prison d'État n'a pas été seulement une affaire juridique qui a marqué ma carrière, mais un témoignage vivant du pouvoir de la Vierge Marie d'atteindre ses enfants dans les lieux les plus improbables et de transformer des situations en apparence impossibles en de véritables miracles d'espoir et de rédemption. Marcelo était un jeune homme travailleur, père de 2 petites filles, qui subvenait aux besoins de sa famille en tant que mécanicien dans un atelier du quartier de Villa Madalena. Son épouse, Fernanda, complétait les revenus familiaux en confectionnant des gâteaux surcommandés. Ensemble, ils avaient réussi à acheter une petite maison modeste à Jardim São Luís, réalisant ainsi le rêve d'offrir à leur fille un foyer à elle où elle pourrait grandir en toute sécurité et dignité. C'était le genre de famille brésilienne honnête et travailleuse qui bâtit le pays à la sueur de son front et avec beaucoup de foi, fréquentant l'église tous les dimanches et éduquant les enfants selon les valeurs chrétiennes qu'ils avaient apprises de leurs propres parents. La vie de Marcelo s'est écroulée un soir de mars 2019, lorsqu'il a été arrêté, accusé d'avoir participé à un braquage de bijouterie au centre-ville. Les preuves semblaient accablantes. Des caméras de sécurité montraient un homme aux caractéristiques physiques similaires aux siennes. Un témoin oculaire avait identifié sa photo dans un album de la police et, par coïncidence, il n'avait pas pu prouver son alibi à l'heure exacte du crime, car il était sorti seul pour acheter des médicaments pour sa plus jeune fille, qui avait une forte fièvre. L'avocat commis d'office semblait désintéressé et surchargé, traitant Marcelo comme un criminel ordinaire de plus, sans prendre la peine d'enquêter en profondeur sur les incohérences qui sautaient aux yeux de quiconque voulait réellement voir la vérité. Fernanda a dépensé toutes les économies de la famille pour tenter d'engager des avocats privés. Elle a vendu les quelques meubles de valeur qu'il possédait et est même allé jusqu'à demander des emprunts à des voisins et des parents, désespérés de prouver l'innocence de son mari. Mais les ressources étaient limitées, le système judiciaire était surchargé et les preuves circonstancielles pesaient contre Marcelo comme une montagne infranchissable. En un peu plus de 6 mois, il a été condamné à 12 ans de prison ferme, une sentence qui a complètement dévasté sa famille et l'a plongé dans un état de désespoir tel qu'il en souhaitait ne plus continuer à vivre. J'ai rencontré Marcelo 3 ans après sa condamnation, lorsque sa sœur aînée, Gloria, a réussi à réunir suffisamment d'argent pour m'engager grâce à une collecte de fonds organisée par les membres de la communauté religieuse qu'il fréquentait. Gloria, une femme d'une foi inébranlable, de ces personnes qui croient sincèrement que Dieu n'abandonne pas les innocents et qu'il y a toujours un moyen pour que la vérité prévale lorsque l'on a la patience et la persévérance de continuer à se battre. Elle m'a contacté, portant un dossier rempli de documents qu'elle avait collectés au fil des ans. Des preuves que les avocats précédents n'avaient jamais pris la peine d'analyser correctement et elle m'a demandé, les larmes aux yeux, de donner une chance à son frère, dont elle était absolument certaine de l'innocence. Lorsque j'ai rendu visite à Marcelo pour la première fois à la prison, j'ai trouvé un homme complètement différent de ce jeune homme joyeux et plein d'espoir que Gloria m'avait décrit à travers d'anciennes photographies. 3 ans d'incarcération injuste avaient brisé son esprit d'une manière qui faisait peine à voir. Ses yeux, qui brillaient autrefois de la joie simple de celui qui avait une famille à aimer et à protéger, portaient maintenant une tristesse profonde qui semblait s'être installée en permanence dans son âme. Il avait beaucoup maigri. Ses cheveux étaient devenus prématurément gris et sa posture voûtée dénonçait le poids émotionnel qu'il portait chaque jour depuis qu'il avait été séparé de ses petites filles. Marcelo m'a raconté que les premiers mois en prison avaient été les plus difficiles de sa vie. En plus du choc d'être emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, il a dû apprendre à survivre dans un environnement hostile, où montrer de la faiblesse ou de la vulnérabilité pouvait signifier devenir la cible de violences encore pires. Il avait été placé dans une cellule avec 5 autres détenus, des hommes qui avaient réellement commis des crimes graves et qui, initialement, se méfiaient de lui en raison de sa personnalité calme et respectueuse, si différente du modèle agressif qui dominait cet environnement. Pendant des semaines, il a mal dormi, peu mangé et passé la plupart de son temps à prier silencieusement les prières que sa mère lui avait apprises dans son enfance, demandant à Dieu la force de ne pas renoncer à lutter pour sa propre innocence. Ce qui torturait le plus Marcelo était de savoir que ses filles grandissaient sans lui, que Fernanda travaillait 2 emplois pour payer les factures de base de la maison et que toute la famille subissait les conséquences sociales d'avoir un père et un mari en prison. Les filles étaient humiliées à l'école par des camarades qui connaissaient la situation de leur père. Fernanda faisait face aux préjugés dans le quartier où ils vivaient, et les rêves qu'ils avaient construits ensemble semblaient avoir été détruits à jamais par une injustice qu'ils ne savaient comment combattre. De nombreuses nuits, il restait éveillé, regardant le plafond de sa cellule,
demandant à Dieu pourquoi il traversait cette épreuve et s'il parviendrait un jour à prouver son innocence pour reconquérir la vie qui avait été brutalement volée à sa famille. C'est lors de ma deuxième visite à Marcelo qu'il m'a raconté les rêves étranges qu'il avait commencé à faire ces dernières semaines. Initialement, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement de manifestations du stress extrême et de la dépression que toute personne innocente affronterait dans sa situation. Mais, à mesure qu'il décrivait les détails de ses rêves, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus profond dans son expérience en prison. Marcelo racontait qu'il rêvait toujours d'une femme à l'apparence maternelle, vêtue d'un manteau bleu, qui marchait dans les couloirs de la prison pendant les nuits, visitant les détenus qui pleuraient seuls dans leurs cellules. Cette figure féminine ne lui parlait jamais directement dans les rêves, mais sa présence irradiait une paix et un réconfort qu'il ne pouvait trouver nulle part ailleurs dans sa réalité. Les rêves sont devenus plus vifs et plus fréquents au fil des semaines, suivant toujours un schéma similaire, où Marcelo se voyait observant cette femme mystérieuse, qui semblait connaître intimement la souffrance de chaque prisonnier, en particulier de ceux qui portaient l'innocence ou un repentir sincère dans leur cœur. Elle passait de cellule en cellule, touchait doucement le front des hommes qui dormaient agités et laissait derrière elle un sentiment d'espoir qui restait avec eux-mêmes après leur réveil. Marcelo commença à attendre avec impatience l'heure de dormir, non pas parce qu'il parvenait à se reposer correctement dans l'environnement bruyant et tendu de la prison, mais parce qu'il savait que, pendant son sommeil, il pourrait retrouver cette présence maternelle qui était devenue sa seule source de réconfort au milieu du désespoir total. Une nuit particulièrement difficile, après avoir appris que sa fille aînée avait échoué à l'école parce qu'elle ne parvenait plus à se concentrer sur ses études depuis l'emprisonnement de son père, Marcelo était complètement dévasté dans sa cellule. Il avait passé des heures à pleurer silencieusement pour ne pas montrer de faiblesse devant les autres détenus, sentant qu'il avait échoué en tant que père. Même s'il était injustement emprisonné. C'était une douleur différente de toutes celles qu'il avait connues jusqu'alors, la douleur de savoir que sa situation détruisait l'avenir de ses filles innocentes, qui n'avaient aucune faute dans les problèmes qui étaient tombés sur la famille. Ce matin-là, Marcelo était si abattu émotionnellement qu'il ne put même pas s'endormir comme à son habitude, restant éveillé et se demandant si Dieu existait réellement ou s'il l'avait complètement oublié, lui et sa famille. C'est exactement à 3 heures du matin, heure qu'il vérifia sur l'horloge murale du couloir, visible depuis sa cellule, que se produisit un événement qui changerait à jamais, non seulement sa vie, mais la vie de tous les prisonniers de cette aile de la prison. Marcelo était allongé, les yeux ouverts, perdu dans des pensées sombres sur son avenir et celui de sa famille, lorsqu'une douce lumière commença à envahir progressivement sa cellule. Ce n'était pas la lumière artificielle et agressive des projecteurs de sécurité qui restaient allumés toute la nuit, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et accueillant qui semblait venir d'une source qu'il ne parvenait pas à identifier. Au début, il pensa que c'était un problème électrique ou peut-être le reflet de phares de voitures passant dans la rue voisine de la prison, mais il réalisa vite que la luminosité était différente de tout ce qu'il avait jamais vu de sa vie. La lumière s'intensifia progressivement jusqu'à révéler la silhouette d'une jeune femme, d'une apparence sereine et maternelle, qui se tenait au centre de la cellule, regardant directement Marcelo, avec les yeux les plus compatissants qu'il eût jamais vus. Elle portait une simple robe blanche et un voile bleu qui couvrait sa tête. Et il y avait dans toute sa présence une dignité et une pureté qui contrastaient complètement avec l'environnement sordide et désespérant de la prison. Marcelo était complètement paralysé, incapable de bouger ou d'émettre le moindre son, mais, étrangement, il ne ressentait aucune peur, seulement une paix profonde qui pénétrait chaque cellule de son corps et calmait instantanément toute l'angoisse qu'il portait depuis des années. La femme s'approcha lentement du lit où Marcelo restait allongé et tendit sa main droite vers lui, touchant doucement son front, avec une tendresse qui lui rappela immédiatement sa propre mère lorsqu'elle le consolait pendant les chagrins de son enfance. Le toucher était réel, physiquement perceptible, mais, en même temps, il portait une énergie spirituelle qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. À cet instant, Marcelo sentit comme si toute la douleur, toute la révolte, tout le désespoir qu'il avait accumulé pendant ces 3 années d'emprisonnement injuste était doucement retiré de son cœur et remplacé par une certitude inébranlable qu'il n'était pas seul, qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur lui et sur sa famille, même dans les circonstances les plus impossibles. Chers amis qui suivez cette histoire extraordinaire, je sens que vous êtes des personnes spéciales qui comprennent qu'il existe des mystères sacrés que notre esprit humain ne peut expliquer entièrement, mais que notre cœur reconnaît comme vrais. Peut-être avez-vous vous-même traversé des moments d'injustice ou de désespoir, où vous avez eu besoin d'un signe du ciel pour continuer. J'aimerais beaucoup entendre aussi vos expériences, car je crois que chacun de nous a une histoire unique sur la façon dont le sacré s'est manifesté dans nos vies. Si cette histoire touche votre cœur comme elle a touché le mien lorsque je l'ai entendue pour la première fois, je serais honoré si vous vous joigniez à notre famille ici, en vous abonnant et en partageant dans les commentaires vos propres expériences avec le divin.
Vous êtes bien plus que des chiffres pour moi. Vous êtes des compagnons de voyage dans cette quête de compréhension des mystères de la foi. La femme resta dans la cellule de Marcelo suffisamment longtemps pour qu'il grave chaque détail de son apparence dans sa mémoire. Mais, lorsqu'il tenta par la suite de calculer combien de temps exactement dura cette visite, il réalisa que c'était impossible à mesurer. Le temps semblait s'être complètement arrêté pendant ces moments sacrés, comme si cet espace minuscule de la prison était devenu un lieu hors de la réalité commune, où les lois physiques ordinaires ne s'appliquaient pas. La présence de la femme remplissait toute la cellule d'une atmosphère de sainteté qui transformait temporairement cet environnement de souffrance en un sanctuaire de paix et d'espoir. Marcelo pouvait entendre parfaitement sa propre respiration et les battements de son cœur, mais tous les autres sons de la prison semblaient avoir complètement cessé, comme si le monde extérieur avait fait une pause pour permettre à cette rencontre sacrée de se produire sans interférence. Lorsque la femme commença enfin à parler, sa voix était douce, comme une brise tiède, mais, en même temps, elle portait une autorité maternelle qui pénétrait directement dans l'âme de Marcelo. Elle ne bougea pas les lèvres de manière traditionnelle, mais il entendit clairement ses paroles, qui semblaient venir de son propre cœur, tout en venant d'elle. « Mon fils, Marcelo, dit-elle, je sais que tu souffres injustement depuis longtemps et je veux que tu saches que chacune de tes larmes a été vue, chacune de tes prières a été entendue, chaque moment de désespoir a été accompagné par moi. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'as jamais été seul. Je suis ici pour te dire que ton innocence sera prouvée, ta famille sera restaurée et ce temps de souffrance se transformera en témoignage de ma protection sur ceux qui ont confiance en moi, même dans les circonstances les plus impossibles. » Marcelo tenta de répondre. Il voulut demander quand cela arriverait et comment il pourrait supporter plus longtemps loin de ses filles, mais il découvrit que sa voix ne sortait pas. C'était comme si son âme communiquait directement avec elle, sans besoin de mots. Et, d'une certaine manière, il comprit que ses doutes et ses angoisses étaient parfaitement compris sans qu'il ait besoin de les exprimer verbalement. La femme sourit avec une tendresse maternelle qui fit fondre complètement les défenses émotionnelles que Marcelo avait construites pour survivre en prison. Et il commença à pleurer silencieusement, mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'il avait versées durant les 3 dernières années. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou de révolte, mais des larmes de soulagement profond, de gratitude de savoir enfin avec une certitude absolue qu'il n'avait pas été abandonné par Dieu. « Tes filles sont également prises en charge par moi, » continua la femme. Et Marcelo ressentit une vague de réconfort si intense que sa poitrine eut du mal à la contenir. Fernanda est plus forte qu'elle ne l'imagine et elle élève des filles courageuses qui seront un jour très fières du père qu'elles ont eu. Cette épreuve renforce toute la famille d'une manière que vous ne comprendrez que plus tard. Continue à prier, continue à faire confiance, continue à être l'homme intègre que tu as toujours été, car très bientôt la vérité éclatera d'une manière qui surprendra tout le monde. Elle tendit à nouveau la main et toucha le cœur de Marcelo. Et il sentit une énergie de guérison parcourir tout son corps, réparant non seulement les blessures émotionnelles, mais aussi renforçant sa détermination à résister jusqu'à ce que justice soit faite. L'apparition commença à s'estomper progressivement, mais avant de disparaître complètement, elle laissa entre les mains de Marcelo un petit chapelet en bois qu'il était certain de ne pas avoir eu auparavant. Les grains étaient simples, usés par le temps et l'usage, mais ils irradiaient la même chaleur douce qui avait émané de la présence de la femme pendant toute la visite. Marcelo serra le chapelet contre sa poitrine et sentit immédiatement une connexion spirituelle profonde, comme si cet objet simple était un canal direct de communication avec la protection céleste qui venait de se manifester dans sa cellule. Lorsque la lumière disparut finalement et que la cellule retrouva la pénombre habituelle de l'aube, Marcelo resta éveillé jusqu'au lever du soleil, non pas d'angoisse comme les nuits précédentes, mais dans un état de contemplation reconnaissante et d'espoir renouvelé. Dans les jours qui suivirent l'apparition, la transformation de Marcelo était visible pour tous les détenus et le personnel pénitentiaire. Sa posture s'était redressée. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat de vie et il commença à irradier une sérénité qui contrastait complètement avec le désespoir qu'il avait porté durant les 3 années précédentes. Les détenus de sa cellule remarquèrent le changement et commencèrent à poser des questions sur ce qui lui était arrivé, car il était impossible d'ignorer la paix profonde qui l'accompagnait désormais, même dans les situations les plus stressantes de la routine carcérale. Marcelo décida de partager son expérience avec ses compagnons de cellule, décrivant en détail la visite de la femme mystérieuse et montrant le chapelet qui était resté dans ses mains comme preuve physique de cette rencontre surnaturelle. La réaction des autres détenus fut surprenante. Au lieu de se moquer ou de faire preuve de scepticisme, comme Marcelo l'avait craint, tous furent profondément touchés par le récit et commencèrent à faire leurs propres réflexions sur la foi et l'espoir.
Certains révélèrent qu'ils avaient eux aussi fait des rêves avec des figures féminines consolatrices pendant leur pire nuit en prison. D'autres admirent qu'ils avaient ressenti des présences protectrices dans des moments de grand danger et, progressivement, cette cellule se transforma en un petit groupe d'hommes qui commencèrent à prier ensemble et à se soutenir mutuellement de manière beaucoup plus authentique que ce qui était courant dans l'environnement carcéral. Mes chers compagnons de cette quête de foi, vous qui êtes arrivés jusqu'ici comprenez certainement que nous parlons de bien plus qu'une simple histoire. Nous témoignons ensemble du pouvoir infini de l'amour maternel céleste qui atteint ses enfants dans les lieux les plus improbables. Je ressens une connexion spéciale avec chacun de vous qui consacrez votre temps à écouter ce témoignage et j'aimerais beaucoup connaître vos propres expériences avec le sacré. Avez-vous déjà traversé des moments où vous avez ressenti une protection spéciale dans des situations difficiles? Avez-vous eu des rêves ou des expériences qui ont changé votre perspective sur la vie? S'il vous plaît, partagez avec moi dans les commentaires vos histoires, vos doutes, vos espoirs. Abonnez-vous à notre chaîne et continuons ensemble à explorer ces mystères sacrés qui nous montrent à quel point nous sommes aimés inconditionnellement, même lorsque tout semble perdu. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, mon enquête sur l'affaire Marcelo commençait enfin à révéler de graves incohérences qui avaient été négligées lors du jugement initial. Grâce à une analyse plus détaillée des caméras de sécurité de la région, j'ai découvert qu'il existait des angles de filmage qui n'avaient jamais été demandés par la défense précédente. Des images qui montraient clairement des discordances dans les horaires qui auraient pu prouver l'innocence de mon client. De plus, j'ai réussi à localiser un témoin qui était présent à la pharmacie, où Marcelo avait acheté les médicaments pour sa fille, exactement à l'heure du braquage. Une personne qui n'avait jamais été recherchée, car l'avocat précédent avait jugé inutile d'enquêter en profondeur sur ce que le prévenu avait présenté. La témoin était Donna Teresina, une dame retraitée de 70 ans, qui travaillait comme bénévole à la pharmacie, aidant les personnes âgées à organiser leurs médicaments. Elle se souvenait parfaitement de Marcelo, car il était arrivé très préoccupé, demandant quel médicament serait le plus efficace pour faire baisser la forte fièvre d'un jeune enfant. Et elle avait été touchée par le dévouement paternel qu'il avait montré lors de cette consultation informelle. Donna Teresina avait même noté son nom dans son agenda personnel, car elle avait promis de prier pour le rétablissement de la petite fille, une habitude qu'elle maintenait avec toutes les personnes qu'elle rencontrait en situation de détresse. Son agenda personnel, avec l'écriture manuscrite et la date exacte, est devenu une preuve documentaire fondamentale pour notre affaire. Parallèlement à ces découvertes juridiques, quelque chose d'extraordinaire se produisait à l'intérieur de la prison. L'histoire de l'apparition dans la cellule de Marcelo s'était discrètement répandue parmi les détenus des autres ailes, et beaucoup commencèrent à relater des expériences similaires qu'ils avaient eues durant leur propre nuit de désespoir. Un homme condamné pour homicide involontaire raconta qu'il avait rêvé à plusieurs reprises d'une femme au manteau bleu qui le consolait à propos de l'accident de la route qui avait coûté la vie à un enfant. Un autre détenu, purgeant une peine pour vol, révéla que, pendant sa pire crise de sevrage de drogue, il avait ressenti une présence maternelle qui l'avait aidé à supporter les symptômes physiques et émotionnels les plus intenses. Le plus impressionnant était la manière dont ces récits commençaient à transformer l'ambiance générale de la prison. Des gardiens expérimentés, qui avaient travaillé pendant des décennies dans le système pénitentiaire, commentaient entre eux n'avoir jamais vu un changement aussi significatif dans le comportement des détenus. Les bagarres ont diminué drastiquement. Les cas de dépression et de tentatives de suicide ont pratiquement disparu dans cette aile et de nombreux détenus ont commencé à montrer un intérêt sincère pour les activités éducatives et les programmes de réhabilitation qu'ils méprisaient auparavant complètement. C'était comme si une vague d'espoir s'était répandue dans les couloirs de cette prison, transformant des hommes qui avaient complètement perdu la foi en la possibilité de rédemption. Marcelo était naturellement devenu une sorte de leader spirituel informel parmi les détenus. Il portait toujours sur lui le chapelet qu'il avait reçu lors de l'apparition et organisait de petits moments de prière dans sa cellule, toujours en respectant les différentes croyances religieuses de chaque compagnon. Il ne prêchait pas et n'essayait pas de convaincre qui que ce soit de son expérience, mais sa sérénité et sa certitude inébranlable en la justice divine inspiraient d'autres hommes à réfléchir sur leur propre vie et leurs possibilités de transformation personnelle. De nombreux détenus qui n'avaient jamais montré le moindre intérêt pour la religion, commencèrent à demander à participer aux prières, trouvant dans ces moments simples un réconfort qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. C'est lors d'une de ces séances de prière collective que se produisit un autre événement extraordinaire qui consolida définitivement la foi de tous les présents. C'était une nuit de forte tempête, avec des éclairs et du tonnerre qui faisaient vibrer toute la structure de la prison, lorsque, soudain, l'énergie électrique fut complètement coupée, plongeant toute la prison dans l'obscurité totale. Des situations comme celle-ci provoquaient normalement la panique parmi les détenus,
car l'absence d'éclairage et le silence des systèmes de sécurité créaient une atmosphère de tension et de peur qui se soldait fréquemment par des conflits violents. Mais, cette nuit-là, tandis que Marcelo et ses compagnons de cellule récitaient le chapelet dans l'obscurité, quelque chose de complètement différent se produisit. Une douce lumière commença à émaner du chapelet que Marcelo tenait entre ses mains. Une luminosité qui n'était pas électrique, ni n'avait aucune explication physique rationnelle, mais qui fut vue clairement par les 5 détenus présents dans cette cellule. La lumière n'était ni éblouissante ni perturbante, mais elle irradiait la même chaleur accueillante que Marcelo avait ressentie lors de l'apparition de la femme mystérieuse. À mesure que la lumière s'intensifiait progressivement, tous les hommes présents sentirent une paix profonde descendre sur eux, éliminant complètement la peur et l'anxiété que la situation d'urgence avait créée. Ils continuèrent à prier sereinement, protégés par cette lumière inexplicable, tandis que, dans d'autres parties de la prison, les gardiens luttaient pour contrôler les détenus qui paniquaient à cause de l'obscurité soudaine. La lumière est restée présente pendant toute la durée de la panne de courant et a duré près de 3 heures. Pendant ce temps, la cellule de Marcelo est devenue un refuge de tranquillité au milieu du chaos qui s'était installé dans le reste de la prison. Certains gardiens, intrigués par le calme inexplicable qui régnait dans cette aile spécifique, vinrent enquêter et furent complètement perplexes de trouver les détenus priant paisiblement, tandis qu'une lumière douce et mystérieuse éclairait l'environnement. Ils ne parvenaient pas à identifier la source de cette luminosité, qui ne provenait clairement d'aucun équipement ou installation électrique, mais il était impossible de nier son existence et son effet apaisant sur toutes les personnes présentes. Lorsque l'énergie électrique fut finalement rétablie, la lumière mystérieuse s'estompa progressivement jusqu'à disparaître complètement, mais l'impact de ce miracle resta gravé dans la mémoire de tous ceux qui en furent témoins. Les gardiens commencèrent à traiter Marcelo et ses compagnons de cellule avec un respect différent, non seulement comme de simples détenus, mais comme des personnes qui portaient quelque chose de spécial qu'ils ne pouvaient pas comprendre complètement, mais qu'ils respectaient instinctivement. La nouvelle de l'événement s'est discrètement répandue parmi le personnel de la prison, créant une atmosphère de révérence autour de cette cellule, qui est devenue officieusement connue comme l'endroit où des choses sacrées se produisaient. Ce fut exactement 2 semaines après le miracle de la lumière pendant la tempête que je reçus l'appel qui changerait définitivement le cours de l'affaire Marcelo. Le commissaire responsable de l'enquête originale avait décidé de rouvrir le dossier après que de nouvelles preuves concernant le véritable auteur du braquage de bijouterie soient apparues à la lumière d'une autre affaire criminelle complètement indépendante. Un homme avait été arrêté en flagrant délit lors d'une tentative de vol à Santos et, tentant de négocier une réduction de sa peine, a avoué son implication dans plusieurs crimes antérieurs, y compris le braquage pour lequel Marcelo avait été injustement condamné. Les caractéristiques physiques du véritable criminel étaient similaires à celles de Marcelo, expliquant l'identification erronée du témoin, et il possédait des détails sur le crime que seul l'auteur réel pouvait connaître. Lorsque je suis allé communiquer à Marcelo ces développements extraordinaires, j'ai trouvé un homme complètement transformé, qui a reçu la nouvelle avec une sérénité qui m'a profondément surpris. Au lieu de l'euphorie et du soulagement désespéré que j'attendais, il a fait preuve d'une gratitude calme et profonde, comme s'il savait déjà que ce moment arriverait exactement quand il le devait. « Maître Roberto, me dit-il, les yeux brillants d'une joie contenue, je savais déjà que cela allait arriver. Elle m'avait dit que mon innocence serait prouvée et que tout se produirait en temps voulu. Maintenant, je comprends que ces 4 années de prison n'ont pas été perdues, elles ont été nécessaires pour que j'apprenne des choses sur la foi et l'espoir que je n'aurais jamais appris autrement. Le processus de révision pénale s'est déroulé avec une rapidité inhabituelle pour les standards du système judiciaire brésilien. Les nouvelles preuves étaient si convaincantes et la confession du véritable criminel si détaillée qu'il n'y avait aucune place au doute concernant l'innocence de Marcelo. En moins de 3 mois, il fut formellement acquitté et libéré, recevant même une indemnisation significative de l'État pour erreur judiciaire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont il est sorti de prison, sans amertume, sans révolte, ne portant que le simple chapelet qu'il avait reçu lors de l'apparition et une paix intérieure qui irradiait vers toutes les personnes autour de lui. La réunion de Marcelo avec sa famille fut l'un des moments les plus émouvants que j'ai vécu dans toute ma carrière. Fernanda était devenue une femme encore plus forte pendant ces années difficiles et ses filles, maintenant âgées de 12 et 10 ans, ont étreint leur père avec une maturité émotionnelle qui montrait à quel point elles avaient grandi pendant son absence. Il n'y avait ni reproche ni ressentiment, seulement de la gratitude pour la famille réunie et une foi renouvelée qu'ils avaient été protégés pendant toute cette épreuve. Les filles racontèrent à leur père que, pendant les années les plus difficiles, lorsqu'elles ressentaient le plus son absence, elles rêvaient fréquemment d'une femme douce qui les consolait et leur disait que papa rentrerait à la maison au bon moment. Marcelo décida d'utiliser son expérience d'incarcération injuste pour aider d'autres hommes dans des situations similaires.
Il retourna travailler comme mécanicien pour subvenir aux besoins de sa famille, mais consacrait toutes ses heures libres à visiter des établissements pénitentiaires en tant que bénévole, apportant de l'espoir aux détenus qui avaient perdu la foi en la possibilité de rédemption ou de justice. Son histoire est devenue connue dans tout le système pénitentiaire de São Paulo. Non seulement pour l'aspect juridique de l'annulation d'une condamnation injuste, mais, principalement, pour les transformations spirituelles qu'il avait vécues et promues pendant son séjour en prison. De nombreux détenus demandaient spécifiquement à lui parler, cherchant le même réconfort et la même guidance spirituelle qu'il avait trouvé grâce à son expérience avec le sacré. Le chapelet que Marcelo avait reçu lors de l'apparition est devenu un puissant symbole d'espoir pour tous les détenus qui connaissaient son histoire. Il le portait toujours sur lui lors de ses visites dans les prisons et de nombreux hommes désespérés demandaient simplement à le toucher, croyant que cet objet simple portait une bénédiction spéciale qui pourrait atteindre leur propre situation impossible. Marcelo ne refusait jamais ces demandes, expliquant toujours gentiment que le pouvoir ne résidait pas dans l'objet lui-même, mais dans la foi et l'ouverture du cœur à recevoir l'amour inconditionnel qui était toujours disponible pour toute personne, quelles que soient ses erreurs passées ou sa situation présente. La prison où Marcelo avait purgé sa peine injuste a connu des changements significatifs dans les années qui ont suivi sa libération. La cellule où l'apparition avait eu lieu est devenue officieusement connue parmi le personnel et les détenus comme un endroit spécial, où les hommes en désespoir demandaient fréquemment à être transférés lorsqu'ils traversaient leurs pires crises émotionnelles. L'administration pénitentiaire, bien que officiellement sceptique quant aux aspects surnaturels des récits, ne pouvait nier que cette cellule spécifique était devenue un lieu où les taux de violence étaient considérablement moindres et où de nombreux détenus montraient des améliorations notables de leur comportement et de leur santé mentale. Aujourd'hui, 7 ans après cette nuit qui a tout changé, Marcelo poursuit sa mission d'apporter l'espoir aux désespérés. Il a fondé une petite organisation non gouvernementale qui offre un soutien juridique gratuit aux familles à faible revenu confrontées à des poursuites pénales injustes, travaillant toujours en partenariat avec des avocats bénévoles qui croient, comme lui, que la vérité trouve toujours un moyen de se manifester lorsque des personnes sont prêtes à lutter pour la justice. Sa famille reste unie et forte. Ses filles sont devenues des jeunes femmes admirables, portant la même sérénité et la même foi inébranlable qu'elles ont vu leur père démontrer pendant les moments les plus difficiles de leur vie. L'histoire de Marcelo m'a appris que, parfois, nous devons traverser des épreuves qui semblent impossibles à supporter pour découvrir des forces que nous ne savions même pas posséder. Que l'injustice humaine n'a pas le dernier mot lorsqu'une justice supérieure veille sur ceux qui gardent leur intégrité même dans les circonstances les plus difficiles. Que l'amour maternel divin atteint ses enfants dans les lieux les plus improbables, transformant les prisons en sanctuaires et le désespoir en témoignage vivant que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même lorsque toutes les preuves humaines suggèrent le contraire. La cellule où tout a commencé continue d'être un lieu de transformation, prouvant qu'il n'existe pas d'espace trop petit ou de situation trop impossible pour la manifestation du sacré lorsqu'un cœur est véritablement ouvert à le recevoir.